Bismillah. Ayant plié la dernière redingote, Maggie Ramsay la rangea dans la grande malle. Voilà, sa tâche était terminée. Immobile, elle contempla ses vêtements soigneusement empilés, qui tous lui rappelaient un événement particulier, un souvenir de cette heureuse époque où son défunt mari les avait portés. Mais très vite, elle se ressaisit. Bruce Ramsay l'avait quitté pour toujours, et ruminer le passé n'y changerait rien. Rabattant d'un geste sec le couvercle de bois, elle se tourna vers les deux serviteurs qui, mal à l'aise et silencieux, patientaient sur le seuil de la chambre. Elle craignait un instant que l'étau qui lui serrait la poitrine l'empêchât de parler. Ravalant ses larmes, elle parvint à balbutier d'une voix à peine audible. J'ai fini, c'était la dernière. Elle regarda les deux hommes soulever la malle tendue de cuir et l'emporter hors de la pièce. Une profonde lassitude l'avait envahie, mêlée d'un sentiment de dérision, comme si ses coffres recelaient toute sa vie. Elle se demanda confusément si, à l'avenir, elle éprouverait encore quelques sensations, ou si son existence se poursuivrait dans cette monotonie glacée qui durait depuis déjà une année. Si, en regardant dans son miroir la vieille femme qu'elle serait devenue, elle se rappellerait le jour où avait eu lieu cette terrible tragédie. Le temps pressait. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à partir. Elle se détourna, hésita, se demandant si elle devait faire une ultime visite de Glengarry Castle, revoir chaque pièce afin de s'en imprégner une dernière fois. Elle y avait connu tant de bonheur. Son mariage dans la petite chapelle, les trois enfants qui étaient nés. Aujourd'hui, son mari y était enterré. Non, elle ne voulait ni ne pouvait visiter les pièces du château. Le Glengarry Castle qu'elle avait connu appartenait au passé, à une époque révolue. Avec un soupir, elle s'approcha du fauteuil dont le cuir gardait encore l'empreinte de son mari. S'emparant du manchon de martre posé dessus, elle enfouit son visage dans l'épaisse fourrure. Oh Bruce, songea-t-elle, que vais-je devenir à présent que tu es parti? Qu'adviendra-t-il de nos enfants? Mon Dieu, subhanallah. Faites que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Faites que je m'éveille et que je le vois apparaître, portant sur ses épaules notre fils Fletcher. Car enfin, est-il pensable que lui et sa monture aient pu tomber du haut de cette falaise, quand ses prouesses de cavalier étaient connues dans toute la région? Elle risqua une main vers le dossier, avec l'espoir d'y retrouver un peu de sa chaleur. Mais elle la retira vivement, tant le cuir lui parut glacial. S'adossant au mur, elle tenta les yeux clos de surmonter l'immense faiblesse qui l'envahissait chaque fois qu'elle se souvenait. Entre douleur et désespoir, le poids était trop lourd à porter. Elle devait s'y résoudre. Bruce Ramsay, duc de Glengarry, n'était plus. Ils mentaient, pensa-t-elle. Ils mentaient tous quand ils disaient que le temps guérit les blessures. Cela faisait un an que Bruce s'était écrasé en bas de la falaise, une longue année, sans que son chagrin se fût atténué. Aucune explication n'avait été donnée sur la manière dont ce fringant cavalier de 29 ans avait pu pousser sa monture, réputé docile jusqu'au bord de la crête, et basculer dans le vide. À vrai dire, Maggie n'avait pas eu le temps d'y songer. La dépouille de son mari à peine mise en terre, elle avait dû s'engager dans une bataille juridique contre un Lowlander nommé Adair Ramsay. Ce Ramsay-là n'était pas un inconnu pour Maggie, tout comme ses revendications selon lesquelles les titres et les biens de Bruce lui revenaient de droit. L'affaire avait commencé 2 ans plus tôt, lorsqu'un petit homme avec des bécicles avait frappé aux portes du château en exigeant de voir séance tenante le duc de Glengarry. Introduit dans la bibliothèque, Adair Ramsay avait produit des documents attestant, selon lui, que le titre de Bruce était usurpé, que certains écrits avaient été falsifiés et que les registres d'état civil faisaient mention d'alliances qui, en réalité, n'avaient jamais eu lieu. Toutes ces choses s'étaient passées, alléguait-il, du vivant de son arrière-grand-père. En un mot, commençant, le duché revenait de plein droit à sa famille, laquelle, quoique ne possédant aucun lien de parenté avec celle de Bruce, avait par une étrange coïncidence le même nom. Perçu comme un imposteur, l'homme s'était fait rebrouer. Pourtant, Bruce s'était bientôt rendu compte à quel point Adair Ramsay pouvait faire preuve de fourberie et de pugnacité.
Au cours de l'année qui avait suivi, ces visites se firent de plus en plus rapprochées. Chaque fois, Bruce lui avait opposé une fin de non-recevoir. Finalement, lors de sa dernière visite, l'homme avait brandi des documents légaux, sommant le présent duc à comparaître à la cour d'Édimbourg. Présent duc obtempérant de bonne grâce, ce dernier s'était rendu au tribunal accompagné de Maggie. Après 2 auditions préliminaires, la cause avait été entendue en faveur du seul Bruce Ramsay. À la fin du procès, les 2 adversaires s'étaient retrouvés face à face. Adair Ramsay écumait de rage. Sachez que vous n'avez pas gagné la partie et que vous entendrez encore parler de moi, avait-il éructé. Si cela vous amuse, avait rétorqué Bruce en haussant les épaules. Après cet incident, Adair Ramsay avait paru se volatiliser pendant 2 mois. La vie avait repris son cours normal. Un soir, au dîner, Bruce avait dit à son épouse: il n'est pas certain que ce chenapan ait renoncé à ses prétentions. Il m'a semblé déterminé, aussi tenace et obstiné qu'un Écossais, mais avec en plus la roublardise d'un Anglais. Maggie avait froncé les sourcils. Vous croyez qu'il va réapparaître? Il faut s'y attendre. Je suis curieux de savoir quel sera son prochain plan. Pour une obscure raison, Maggie n'avait pas pris la chose avec la même désinvolture que son mari, ce qui avait incité ce dernier à la taquiner un peu. Je vous trouve trop nerveuse, ma chérie. Vous tressaillez au moindre bruit de carrosse, avait-il dit en la prenant dans ses bras. Se dégageant, Maggie avait agité un index réprobateur. Riez si le cœur vous en dit, mais quelque chose chez cet homme me déplaît. Son regard est fuyant et sournois, sans parler de ses grosses lèvres qui lui donnent l'air de baver à chaque mot. On ne peut accuser un homme sur sa seule physionomie, avait protesté Bruce en souriant. Avez-vous remarqué son air chafouin? Comme il détourne le visage quand il s'adresse à vous, je vous le dis, cet homme ne connaîtra nul repos tant qu'il ne nous aura pas usurpé nos biens et ne nous aura pas tous noyés dans le loch. Bruce avait tendu les bras. Venez donc, ma chérie. Vous savez que je dis vrai, avait-elle tempêté avec véhémence. Oui, je sais que vous avez raison, cher ami, avait acquiescé Bruce d'un ton soudain grave. Nous avons d'autant plus de raison de nous méfier de cet homme que c'est un Lowlander. Une semaine plus tard, une missive était arrivée au château, enjoignant à Bruce de se rendre de nouveau à Édimbourg. Il n'y parvint jamais. Après 2 jours de recherche, le corps du duc de Glengarry et son cheval furent retrouvés fracassés sur les rochers. Le duc était mort depuis à peine 1 mois que Margaret Sinclair Ramsay était assignée en justice par Adair Ramsay, lequel espérait s'approprier le titre normalement échu au jeune Fletcher Ramsay. Ne te tourmente pas, mon enfant, l'avait rassuré son père, le comte de Caithness. Je m'en occupe. En d'autres temps, un simple pli adressé à qui de droit aurait déplacé des montagnes, et l'affaire aurait été réglée en un tournement. Mais les choses changeaient en Écosse, et les anciennes méthodes avaient de moins en moins cours. En outre, le comte de Caithness était vieux et presque aveugle, et on ne l'avait pas vu à Édimbourg depuis près de 15 ans. L'énoncé de son nom ne lui valait plus les mêmes égards qu'autrefois, et pour parler tout à fait franc, rares étaient ceux qui se souvenaient encore de lui. C'est à cette même époque que Maggie avait appris que le comte était non seulement en mauvaise santé, mais endetté au point de mettre son domaine en péril. Ne pouvant compter sur son père, elle avait dû faire face avec le secours de quelques amis fidèles. Finalement, à l'issue de ce que la presse avait qualifié de procès le plus éhonté de mémoire d'Écossais, le jeune Fletcher Ramsay s'était vu déposséder des titres et biens qu'il tenait de son père au bénéfice d'Adair Ramsay. Effondrée, Margaret avait été avisée qu'elle avait 2 semaines pour évacuer les lieux. Veuve, esseulée, désormais sans gîte ni ressources, elle avait rassemblé ses effets et ceux de son mari. Tout était prêt à présent. Quelques minutes auparavant, son valet de pied lui avait annoncé que ses enfants et leur gouvernante l'attendaient dans le carrosse. Sa vie à Glengarry connaissait un bien triste dénouement. Elle parcourut une dernière fois des yeux la vaste pièce, pour s'assurer de ne rien avoir oublié. Elle s'était bien acquittée de sa tâche, songea-t-elle en s'efforçant de contenir le tressaillement de ses mains. Il ne subsistait plus
que le mobilier dont la propriété revenait au nouveau maître du château. Un tout sautement discret, la fille se retournait. David MacDonald, le pasteur, se tenait sur le seuil, faute de pouvoir esquisser un sourire. Maggie tenta de rassembler ses pensées. Je suis navré que vous ayez fait tout ce trajet pour rien, David, mais il est temps pour moi de partir. Les enfants sont déjà descendus, ils m'attendent dans le carrosse. Je m'en suis rendu compte, j'ai échangé quelques mots avec eux. Puis le regard presque implorant, il ajouta: J'aimerais que vous m'accordiez quelques minutes. Elle ramena frileusement son étole sur ses épaules. Je regrette, mais je ne souhaite pas parler religion en un instant comme celui-ci. Plus tard, peut-être, quand mon deuil me pèsera moins. C'est pourtant de telles circonstances qu'il convient de faire appel à Dieu, subhanahu. Mon sort ne semble guère intéresser Dieu, subhanahu, rétorqua Maggie en se détournant. Les voies du Seigneur, subhanahu, sont impénétrables, mon enfant. En lui, vous trouverez force et courage. Il ne vous abandonnera pas, soyez-en assurés. Il m'a déjà abandonné, protesta-t-elle mollement. Les voies de Dieu, subhanahu, vont parfois à l'encontre de nos propres desseins, mais gardez la foi, mon enfant, vous en aurez grand besoin. La foi, répéta-t-elle, je crains fort de l'avoir perdue à jamais. C'est votre peine et non votre cœur qui vous fait parler ainsi. Maggie se mura dans le silence, fixant le révérend MacDonald sans le voir. Sa peine, disait-il, elle en avait à revendre de la peine. Depuis quelque temps, celle-ci était même devenue sa plus fidèle compagne. Cela avait commencé avec Bruce, puis avec Ainsley, sa cadette. Ainsley, Maggie ne pouvait la regarder sans que le souvenir de la mort de Bruce revînt la hanter. Comme elle aurait aimé remonter le temps pour réparer le mal qu'elle avait fait. Si seulement elle avait su que, s'étant éveillée de sa sieste, l'enfant était parti à sa recherche. Peut-être ne se serait-elle pas retrouvée dans le grand hall, en présence du corps déchiqueté de son père. Maggie n'oublierait jamais ces cris stridents que rien ne semblait pouvoir apaiser, ni l'horreur dans son regard quand on avait scellé le couvercle du cercueil. Des larmes lui brûlèrent les yeux, qu'elle ravala en se souvenant d'avoir frappé Ainsley au visage. Cette gifle avait mis certes un terme à ses hurlements, mais le silence qui leur avait succédé lui avait semblé infiniment pire. Dieu Tout-Puissant, si seulement elle s'était rendue compte que sa fille était là, si seulement elle avait pu l'entraîner hors de la pièce, avant qu'elle ne comprît ce qui se passait, si seulement elle avait soupçonné ce que pouvait représenter une telle vision pour Ainsley. Submergée par son chagrin, elle ne s'était réellement inquiétée que 2 jours plus tard, quand la gouvernante lui avait signalé le mutisme dans lequel la fillette s'était enfermée. Consultés, les médecins s'étaient montrés rassurants. Selon eux, le choc d'avoir vu son père dans son cercueil s'atténuerait au fil du temps. Une fois ce souvenir dissipé, la parole lui reviendrait. Les mois suivants avaient été difficiles, autant pour Ainsley que pour Maggie, laquelle éprouvait un cruel sentiment d'impuissance à voir sa fille cloîtrée dans un silence dont rien ne pouvait l'arracher. Avec le temps, pourtant, le diagnostic des médecins s'était révélé juste. Ainsley avait recouvré l'usage de la parole, mais jamais plus on ne l'avait vu sourire. Maggie émergea de ses pensées brumeuses pour s'aviser que le révérend l'observait avec insistance. Elle lui rendit un regard tout aussi acéré, puis avec un haussement d'épaule, se détourna comme dit, pour dire: si Dieu se préoccupait de mon sort, il me le ferait savoir. Ma souffrance est trop grande pour que je puisse l'implorer. Finalement, sans un coup d'œil en arrière, Margaret Ramsay quitta la pièce. Si son maintien demeurait celui d'une femme inflexible, son regard n'exprimait qu'un infini chagrin. Elle contempla le grand escalier, puis, par la fenêtre ouverte, aperçut le carrosse d'Adair Ramsay dans la cour. Le gredin ne perdait pas de temps. Maggie se hâta, peu désireuse de le croiser. Elle descendit d'un pas bref et rapide, effleurant à peine des dalles de pierre. Mais à peine avait-elle gagné le vestibule que le faciès grimaçant du nouveau châtelain apparut dans l'entrebâillement de la porte de la bibliothèque. Un instant, je vous prie, madame, l'apostropha-t-il. Il s'effaça dans la pénombre. Entrez donc, la convia-t-il en agitant ses longues mains osseuses. Maggie avança de quelques pas, puis s'immobilisa, tête droite, menton redressé.
contenant vaille que vaille les battements précipités de son cœur. Elle toisa l'homme qu'elle haïssait le plus au monde. Vous m'avez dépossédé de mes biens, que vous faut-il encore? Contournant le bureau, l'homme s'approcha. Je voulais seulement vous donner un conseil. Lequel? Celui de soulager mes maux en avalant une coupe de poison. Je ne désire pas votre mort, madame. Pourquoi pas, c'est bien le vœu que vous avez formulé à l'encontre de mon époux, n'est-ce pas? Le visage de Ramsay se crispa. Maggie fit instinctivement un pas en arrière et ne put retenir un tressaillement quand il se mit à ricaner. Je voulais vous persuader, madame, de renoncer à toute tentative de regagner les titres et les biens de Glengarry. Votre avertissement est inutile. Mon époux étant mort, le duché ne saurait me revenir. Cela est vrai, mais c'est à votre fils que je songeais. Maggie s'avança, les bras le long du corps, les poings serrés. Profériez-vous des menaces à l'encontre de mon fils à présent? Adair eut un moment d'hésitation. L'expression de son visage se radoucit un peu. Pour le moins du monde, madame, je ne faisais que vous donner un conseil. Si vous n'avez plus rien à perdre, cela n'est pas le cas de votre fils. Laissez donc les choses comme elles sont. À mettre la main dans un nid de frelons, vous pourriez vous faire piquer. Qu'aurait-il donc à perdre puisque vous lui avez usurpé son titre? Ce n'est pas au titre que je faisais allusion, madame. Si l'idée vous prenait de remuer les cendres de cette affaire, soyez assurés que je vous le ferai regretter. Il n'est nul endroit où vous pourriez aller, aucun lieu où vous vous cacheriez, que je ne pourrais atteindre. Votre fils a déjà le visage de son père. Je serais navré qu'il connaisse le même sort. En entendant ces menaces, Maggie éprouva un abominable sentiment d'abandon. Ce château lui apparaissait soudainement comme un lieu de tristesse, de mort et de désolation, si différent des temps heureux qu'elle avait connus avec Bruce et les enfants. Une fois dans le carrosse, Maggie jeta un dernier coup d'œil à la vieille bâtisse, puis elle s'adossa contre la banquette. Son regard se porta sur Maud, la gouvernante qui s'occupait des enfants. Avec son indéfectible loyauté de Highlander, celle-ci avait refusé de les quitter, même après que Maggie lui eut annoncé qu'elle ne pourrait plus lui payer ses gages. Se sentant observée, Maud se pencha pour tapoter la main de sa maîtresse. « Pourquoi n'essayez-vous pas de vous reposer? J'en profiterai pour raconter une histoire aux enfants. » Maggie acquiesça et ferma les yeux, mais en vain. Son esprit ne pouvait trouver de repos. Alors, de son panier d'osier, elle tira un ouvrage de Shakespeare qu'elle affectionnait. Après avoir lu quelques pages, elle posa le livre sur ses genoux et, les yeux dans le vague, se mit à penser. Pauvre Hamlet, son sort n'est guère plus enviable que le mien. Puis elle se demandait si sa vie connaîtrait une fin aussi tragique que celle du jeune héros. Son avenir se dessinait des mêmes incertitudes qu'elle avait connues de la mort de son mari. Elle se retrouvait seule avec 3 enfants en bas âge. Dieu ne ferme jamais de porte sans qu'une autre ait été ouverte par lui. Un court instant, elle se demanda d'où pouvait bien lui venir pareille idée, puis elle se souvint de l'homélie prononcée par le révérend MacDonald aux funérailles de Bruce. « Si vous souhaitez m'ouvrir une porte, il est grand temps, murmura-t-elle en scrutant le ciel par la fenêtre du carrosse. Me parlez-vous, sans qui Maud? Maggie se tourna vers elle. Croyez-vous au miracle, Maud? Naturellement, j'y crois. Pas vous, madame? Maggie haussa une épaule. Oui, je suppose que oui. N'allez surtout pas compromettre votre santé à cause de cette affaire, madame. Les choses s'arrangeront, vous verrez. Si longue que soit la nuit, le soleil finit toujours par reparaître. Je sais cela, Maud, soupira la jeune femme, la nuque appuyée contre la banquette. Je m'inquiète seulement de savoir comment se déroulera le reste de la nuit. Vous vous tourmentez en vain, insista Maud. Oui, vous avez sans doute raison, acquiesça Maggie avant de reprendre son ouvrage. Les chagrins n'apparaissent point comme de simples espions, mais par horde entière, lut-elle. Marquant une pause, elle se donna le temps de relire cette phrase. En ce qui vous concerne, les hordes sont déjà passées, déclara la gouvernante. Maggie soupira de nouveau. J'ai très peur, Maud. Mon père est de santé fragile, et c'est à peine s'il est capable de subvenir à ses propres besoins. Pourrons-nous rester chez lui? Dévisageant un à un ses enfants, elle ajouta. Maud, ma bonne Maud, qu'allons-nous devenir? Il faut garder la foi, madame. Il vous reste encore beaucoup à espérer de la vie.
Maggie secoua tristement la tête. Voilà longtemps que mes espoirs se sont envolés pour ne faire place qu'aux doutes. Les doutes eux-mêmes ont leur bon côté. Tout ira bien, vous verrez. Un jour, vous rencontrerez un homme et vous l'épouserez. Alors vous vous direz, ma vieille Maud avait raison. Maggie eut une moue sceptique. Quand un homme accepte d'épouser une veuve, mère de 3 enfants et sans fortune, c'est qu'il a perdu l'esprit.